Au lendemain de la guerre de 1812 à 1815, les débats animés à la Chambre d'Assemblée reprennent de plus belle, et ce, jusqu'autour de 1830. À ce moment-là, la division fait rage, surtout en ce qui a trait à la construction des canaux, mais aussi aux droits de douane. Avec le développement du Haut-Canada et l'augmentation des activités commerciales, des hommes d'affaires cherchent également à développer les transports. Évidemment, pour les Britanniques, il est primordial de pouvoir relier le Saint-Laurent au Grand Lac, mais des obstacles de taille se dressent devant eux. Des rapides, dont celle de la Chine, qui ne permettent pas à un navire de poursuivre sa route en direction du Haut-Canada par le fleuve. La construction des canaux dotés d'écluses devenait donc nécessaire. Les députés du Parti canadien acceptent donc que le gouvernement finance les canaux dans le Bas-Canada, mais pas ceux qui mènent vers le Haut-Canada, car selon eux, ces derniers ne profiteraient qu'aux Britanniques. Ils recommandent plutôt d'investir dans l'agriculture, ce qui aiderait davantage l'ensemble de la population qui vit de ce secteur. Les deux groupes s'affrontent donc sur cette question des canaux. À cette époque, la construction du canal de la Chine a débuté en 1821 et est financée en grande partie par le gouvernement du Bas-Canada. Il fut inauguré en 1825 et encore aujourd'hui, le canal de la Chine marque le territoire montréalais, tout comme le canal Rideau marque le territoire d'Ottawa. Le deuxième dossier chaud dans les débats à la Chambre d'Assemblée concerne les droits de douane. Ces sommes d'argent prélevées directement au port constituent une source importante de revenus pour le gouvernement du Bas-Canada. Le problème vient du fait qu'au Haut-Canada, on ne possède pas ces ports qui ne peuvent donc pas percevoir de revenus, privant le Haut-Canada d'importantes sommes d'argent qui l'aideraient dans son développement. En 1817, une entente entre les deux Canada est conclue, bien évidemment sans l'accord de la Chambre d'Assemblée. Cette entente dit que le Bas-Canada remettra 20% des droits de douane perçus au Haut-Canada, et 2 ans plus tard, cette entente ne sera pas renouvelée, privant ainsi le Haut-Canada d'une importante somme d'argent. Au fil de ces nombreux débats, le Parti canadien se transforme, s'adapte et évolue, au point où en 1826, mené par Louis-Joseph Papineau, il devient le Parti patriote. À ce moment, le parti intensifie ses demandes afin d'obtenir des institutions plus démocratiques. Les députés du parti critiquent l'administration britannique tant à la Chambre d'Assemblée que dans les journaux. Avec le temps, le parti se transforme et délaisse peu à peu ses idéaux réformistes au profit d'une position plus radicale. Regardons le tableau suivant. Au point de vue des revendications, le Parti réformiste demandait tout simplement de maintenir un lien politique avec Londres et il s'inspirait des idéaux libéraux. Le parti qui tend à se radicaliser demande de plus en plus l'indépendance du Bas-Canada en coupant ainsi les liens avec la métropole, comme l'ont fait les Américains lors de la Révolution américaine. Au niveau des moyens privilégiés pour obtenir leurs revendications, bien, les moyens vont passer de moyens légaux, comme la négociation, à des moyens illégaux et certains prendront même le recours aux armes. On se dirige lentement mais sûrement vers une confrontation. Et les moyens privilégiés pour sensibiliser la population, eux, ne varieront pas énormément. Dans les deux cas, on utilisera toujours les journaux et les assemblées populaires. Traditionnellement, les patriotes étaient donc de grands admirateurs du régime politique du Royaume-Uni et de sa constitution. Autour de 1835, après de nombreuses déceptions quant au respect des idées libérales, ils se tournent vers un autre modèle politique, le républicanisme, tout comme l'ont fait les 13 colonies en 1776. Les patriotes ont de plus en plus tendance à remettre en question le rôle de la monarchie et à revendiquer des changements politiques qui donneraient une plus grande place encore à la population dans la participation citoyenne du processus décisionnel politique. L'abolition des deux constats suivants, c'est-à-dire le fait que la nation est basée sur des valeurs libérales, démocratiques et le peuple choisit ses représentants, et également que nous avons une population qui possède un territoire et une culture distinctes, amenant plusieurs partisans du Parti patriote à songer à rompre complètement le lien colonial avec l'Empire et le roi, afin d'instaurer une république, comme ce fut le cas en France ou encore aux États-Unis. Depuis l'instauration du parlementarisme en 1791, les Canadiens tentent de prendre une place plus importante au sein du gouvernement du Bas-Canada. Cependant, celui-ci est contrôlé par les Britanniques, qui sont pourtant minoritaires en nombre dans la population. Les députés voulaient donc changer les institutions politiques. La population canadienne avait également des dénonciations à faire, entendre à leurs élus du Parti patriote, entendant bien transmettre ces doléances au gouvernement. Avec le contexte politique, économique et les mauvaises récoltes du début des années 30, la colère des Canadiens se fait de plus en plus sentir. Mais d'autres facteurs expliquent également ce mécontentement. Le refus des autorités britanniques de concéder de nouvelles seigneuries, le fait que les autorités britanniques réservent les terres des cantons de l'Est aux immigrants britanniques, et finalement le recours à la violence par l'armée britannique lors des manifestations politiques.
Le dernier point est illustré ici par la situation de 1832. Au moment d'élection, l'armée britannique a tiré dans la foule canadienne afin de protéger la population d'origine britannique. Peu à peu, le Parti patriote adopte des positions plus radicales. Influencés par les idéaux républicains et prenant pour modèle les États-Unis, les députés du Parti patriote et leur chef rédigent les 92 résolutions. Ce document dénonce les injustices d'un système qui privilégie la minorité britannique. Il expose aussi les revendications du parti. Le gouverneur Aylmer s'oppose aux 92 résolutions et dissout la Chambre d'Assemblée, ce qui déclenche des élections que le Parti patriote remporte haut la main. Londres remplace alors Lord Aylmer par Lord Gosford. Celui-ci mène son enquête. 3 ans plus tard, Londres adopte les 10 résolutions qui rejettent toutes les revendications des patriotes. Cette décision crée une onde de choc. La colère gronde chez les patriotes. Comme nous venons de le voir, le gouverneur Aylmer s'oppose ouvertement aux 92 résolutions et dissout sur le champ la Chambre d'Assemblée, donnant du coup un argument de poids aux dénonciations du Parti patriote qui dénonce les abus du gouverneur. Des élections sont déclenchées à l'automne de 1834, mais une fois de plus, la population appuie massivement le Parti patriote qui fait élire 78 des 84 députés de la Chambre. Suite à ce résultat, Londres remplace le gouverneur Aylmer par Lord Gosford, qui est reconnu pour ses qualités de conciliateur. Il est également nommé président d'une commission d'enquête sur les problèmes politiques du Bas-Canada. Le mandat que lui remet le Parlement britannique en le nommant gouverneur est clair: examiner les revendications patriotes et désamorcer les tensions politiques grandissantes dans la colonie. Archibald Acheson, deuxième comte de Gosford, succède donc à Lord Aylmer en 1835 et doit trouver une façon de faire baisser la tension politique dans le Bas-Canada. Après avoir pris connaissance des 92 résolutions, il sympathise à la cause des députés patriotes, jugeant que ces derniers ont des raisons de dénoncer la situation. Malgré tout, il se range dans le camp du gouvernement britannique, concluant qu'il ne peut pas réformer en profondeur le système en place. Il faudra par la suite attendre 3 ans, donc en 1834, pour voir le Parlement britannique donner suite aux 92 résolutions. À ce moment, Londres adopte ce qui fut appelé les 10 résolutions, ou résolutions de Russell, qui était alors le ministre britannique des colonies. Le constat est simple, ce document rejette l'ensemble des revendications du Parti patriote. Pour ajouter à l'insulte, Londres autorise même l'administration de la colonie à puiser dans les subsides de la Chambre d'Assemblée, ces mêmes subsides qui avaient déchiré la Chambre pendant plus de 8 ans au début des années 20. La réponse de Londres crée un véritable onde de choc parmi les députés du Parti patriote et de la population. Comment réagiront les députés du peuple? C'est ce que nous saurons dans le prochain épisode sur les troubles de 1837-1838.